Alors, nous donnons la parole à Brigitte Joll-Eberly de Lausanne sur la planification des prothèses articulaires sera-t-elle bientôt 5D? Alors, nous, on en est à la chirurgie 4.0, mais allons-y pour le 5D. On va plutôt aller dans le futur que dans le passé. Le fil rouge pour cette présentation des prothèses articulaires, ce sera les prothèses de genoux, car en fait, on voit dans la littérature qu'il y a jusqu'à 20% des patients qui ne sont toujours pas satisfaits de leur prothèse de genoux. Et si on regarde la planification 3D des prothèses de genoux dans la littérature actuelle sur PubMed, on voit que le sujet, en termes de publication, est très intéressant et le nombre de publications presque exponentiel. Pour le patient, la planification d'une prothèse, c'est d'avoir une reconstruction qui est durable de l'articulation. Donc, il faut choisir son morphotype pour avoir un implant qui dure longtemps. Il faut avoir une reconstruction fonctionnelle de l'articulation qui donne une absence de douleur, une stabilité et une reprise des activités quotidiennes et de loisirs. Pour le chirurgien, la planification, quelle que soit la technique opératoire, elle comprend 4 parties. Il faut appréhender avant l'intervention les difficultés avec un bon examen clinique. Il faut prévoir les corrections à effectuer avec un bon choix d'examen radiologique. Il faut savoir et décider du choix du morphotype final du patient. Et enfin, choisir des outils pour aider à reproduire les décisions. L'examen clinique, il va permettre de voir, entre autres, les anciennes cicatrices, le patient ne signalant pas toujours toutes les interventions précédentes, regarder les déficits de flexion, d'extension, les hypermobilités, la réductibilité des déformations, connaître la stabilité de l'articulation, les compétences des ligaments et des muscles en particulier, l'état des articulations sus- et sous-jacentes et les troubles vasculo-nerveux. Il faut prévoir les corrections à effectuer avec un bon choix d'examen radiologique, car il faut connaître l'origine du morphotype actuel du patient, apprécier les déformations osseuses, cartilagineuses, reconnaître s'il y a un remodelage de l'épiphyse fémorale, du plateau tibial et éventuellement des malformations, l'hypoplasie contilienne externe étant la plus fréquente. Traditionnellement, les médecins, les chirurgiens font des radiographies standards, éventuellement avec un logiciel de planification sur radiographie digitalisée. Mais il est souvent difficile de corréler la planification 2D des radiographies avec l'anatomie 3D de la chirurgie. On voit ici pour l'axe mécanique du tibia, si on trouve facilement l'épiphyse tibiale et le massif des épines, on voit que le centre de rotation de la cheville est plus difficile à trouver. Au niveau fémoral, on retrouve assez facilement l'axe anatomique, bien que l'axe du fémur soit plus large que ce trou à la mèche. Et il faut encore connaître la différence entre l'axe anatomique et l'axe mécanique. Il faut aussi retrouver les épicondyles fémoraux pour retrouver le plan axial, et ce n'est pas toujours évident à chaque fois. Il faut aussi savoir que les radiographies standards manquent de précision. Si le patient a un petit flexum de 10 degrés, s'il a une rotation et se positionne avec 20 degrés de rotation dans un sens ou dans l'autre, ça peut engendrer des différences significatives dans les mesures d'alignement. L'imagerie en 3D, que ce soit par CT scanner ou IRM, va permettre de retrouver précisément le centre de rotation de la hanche, du genou, de la cheville dans les plans frontaux, sagittaux, axiaux. Et ça avec des protocoles, par exemple pour le CT scanner avec une imagerie réduite, focalisée, qui engendrera pas beaucoup plus de rayonnement pour le patient que s'il allait skier un jour au Petit Cervin à Zermatt, par exemple, et permettre aussi des découvertes fortuites, comme ici un infarctus osseux ou d'autres choses plus intéressantes. Cette analyse 3D, elle va permettre de trouver les interlignes articulaires, d'avoir une morphologie fémorale bien appréciée, tibiale aussi. Elle va permettre de positionner les implants, de connaître la taille des implants avant d'aller au bloc opératoire, éventuellement d'utiliser des guides sur mesure, puisqu'on connaît les plans de coupe à repérer, de faire un plan d'action robotique ou éventuellement d'utiliser des prothèses sur mesure. Elle permettra aussi d'utiliser la réalité virtuelle. Ensuite, il faut choisir le morphotype final du patient. Qu'est-ce qu'un bon morphotype? C'est une question qui est soulevée depuis longtemps, mais qui n'est toujours pas résolue. Qu'est-ce qu'un genou sain? On a lancé une étude l'année passée à Lausanne sur 400 genoux
Et en fait, on observe qu'une bonne corrélation entre la structure et la mécanique est présente dans ces genoux, c'est-à-dire que la densité osseuse sous-pondrale et l'épaisseur cartilagineuse telle qu'on la voit sur un CT ou une IRM, ainsi que la répartition de la charge à la marche sur les compartiments fémoro-tibiaux sont corrélés. Par contre, on observe chez ces patients qui ont de 18 à 45 ans qu'il y a jusqu'à 50% de lésions fémoro-tibiales pour des patients qui n'ont aucun traumatisme, qui n'ont aucune plainte, et qui augmente avec l'âge, que ce soit sur le cartilage, les ménisques ou les os. Il y a aussi des travaux très intéressants de Hirschman qui montrent que sur 150 personnes, 300 genoux environ, les genoux sains ont une grande variabilité dans leurs alignements frontaux, avec un alignement constitutionnel qui est le plus souvent neutre à varus. On voit aussi que dans une population saine, l'alignement médian est plutôt orienté en valgus fémoral et en varus tibial, qu'il y a une différence entre les genres, les hommes ayant plus tendance à être avec un alignement neutre à varus et les femmes un alignement neutre à valgus, que pour une même orientation de la hanche, du genou et de la cheville, on a parfois un fémur valgus, un fémur varus ou un tibia varus, ce qui va avec un interligne différent donner un impact fonctionnel et un mouvement forcément différent. Et les travaux de Yeni et de Hirschman ont aussi montré ça de façon plus concrète. Pour le même alignement de la hanche, du genou et de la cheville, parfaitement aligné, avec un interligne parallèle au sol ou un interligne oblique, on n'a pas beaucoup de différence en position debout statique, mais à la marche, on voit clairement une différence que pour avoir un alignement horizontal de l'interligne et une stabilité à la marche, le centre d'appui monopodal va changer et la position du pied va changer. Là aussi, la présence d'interlignes obliques, lorsqu'on veut poser la prothèse, va engendrer une asymétrie des coupes, va aussi engendrer des différences en termes d'insertion ligamentaire et musculaire par rapport au plan de coupe qu'on va faire, et puis se poser la question d'avoir peut-être une anatomie avec la prothèse plus proche d'un interligne oblique que d'un interligne parfaitement perpendiculaire. Alors, traditionnellement, les stratégies d'alignement étaient de partir sur un genou avec des angles parfaitement perpendiculaires. Puis est venu plus récemment l'alignement cinématique. On essaye de reproduire la même déformation qu'avait le patient avant, puis des solutions intermédiaires. Les travaux de Bonin plus récents sont très intéressants dans le sens qu'au lieu de fixer une valeur cible pure à 180 degrés, on se fixe une zone cible. Si on prend un exemple, on a la radiographie préopératoire, le scanner qui nous donne cet angle à 172 degrés. On regarde la valeur la plus proche dans la zone cible et c'est celle-là qu'on va viser en post-opératoire. Avec ces examens radiologiques 3D, dans le cadre de l'étude d'un travail de robotique, on a pu montrer que la reproductibilité entre le choix des chirurgiens est bien meilleure en termes de taille des implants à utiliser et en termes de choix des implants. Si on prend le même opérateur à plusieurs semaines d'intervalle, il a une corrélation sur le choix des implants à 99%, mais entre 3 opérateurs, un jeune chef de clinique, un cadre débutant et un cadre senior, on obtient aussi 98% de corrélation, que ce soit au niveau des implants fémoraux et tibiaux. Et finalement, il nous faut choisir les outils pour aider à reproduire les décisions. On a vu pour l'instrumentation standard que l'expérience sera forcément très importante par rapport aux difficultés à retrouver l'anatomie dans le bloc opératoire. La navigation est venue aider progressivement avec l'utilisation de beaucoup de pins à mettre autour du genou. Plus récemment, il y a eu les guides sur mesure qui permettent de retrouver les plans de coupe et de s'adapter directement à l'anatomie du patient sans perdre de temps opératoire. Ensuite, il y a bien sûr la robotique qui arrive actuellement, que ce soit les robots d'assistance, où le chirurgien est juste aidé, ou les robots totalement autonomes avec un fraisage numérique. Il y a aussi la réalité augmentée qui arrive à grands pas, et finalement, les prothèses sur mesure. Toujours la même question reviendra, qui donne les instructions au système d'aide, que ce soit l'instrumentation standard, cette navigation, le bras robotique, le robot indépendant, les guides sur mesure, l'instrumentation complète sur mesure, la réalité augmentée. Quelle que soit la technique, c'est toujours le chirurgien, quel que soit le système, plus ou moins récent ou technique, qui doit décider.
Pour éviter les surprises, on a probablement plus besoin d'un GPS qui est déjà réglé. Les meilleures décisions, elles se prennent avant l'opération, au calme, dans son bureau, plutôt qu'en péropératoire, patient endormi et temps compté. La planification des examens en 3D, la planification avec les examens en 3D au niveau radiologique va permettre d'apprécier les défects osseux, de gérer les coupes osseuses, la taille des implants et de choisir le type d'implant. L'intérêt du sur-mesure interviendra pour reproduire des dimensions antéro-postérieures ou médio-latérales, en particulier pour les petites et les grandes tailles de genoux. Elle permettra aussi de reproduire des asymétries au niveau tibial ou fémoral, au niveau de la trochlée fémorale ou de la rotule, et permettra aussi de garder des obliquités d'interligne pour avoir des coupes osseuses qui ne soient pas particulièrement asymétriques. Est-ce que c'est un élément clé du futur? Je pense que oui, on parle de 3D, mais en fait, on est déjà au 4D. On devrait avoir des examens radiologiques 3D pour bien choisir son morphotype à reconstruire et une dimension avec l'examen clinique du genou qui reste obligatoire pour savoir ce qui se passe au niveau des tissus mous autour de l'articulation elle-même. Je pense aussi qu'elle sera bientôt 5D parce qu'il faut une dimension supplémentaire dynamique avec une analyse de marche de routine en préopératoire. Il faut le faire dans des conditions aussi réelles et familières que possible. Il faut intégrer la dynamique du genou, avoir des modèles prédictifs et utiliser l'intelligence artificielle qui vient à disposition de tous. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau de notre laboratoire avec ce système qui est en cours d'élaboration, avec un écran parabolique géant qui permet d'immerser les gens dans les activités de loisirs, de simuler des montées et des descentes, de faire une analyse de la cinématique et de la cinétique du genou, avec des caméras infrarouges, comme on peut les voir ici, avec des plateformes de force intégrées dans les tapis de marche et avec des EMG de surface qui permettent de suivre l'activité musculaire des membres inférieurs. Cette dimension supplémentaire qui va générer forcément énormément de données à gérer, elle est possible maintenant avec l'intégration de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est machine learning, et puis des technologies quantum qui apparaissent tout bientôt. Avec ces 5 dimensions, on aura non seulement une planification préopératoire qui est à la fois statique et dynamique, mais on aura une base de données pour planifier la rééducation post-opératoire, la personnaliser, faire peut-être des analyses de résultats des implants à court terme. Actuellement, on juge les implants rarement avant 10 ans, et obtenir des paramètres à intégrer dans les futurs implants pour avoir des conceptions de prothèses plus personnalisées en fonction de la signature de marche qui est propre à chaque patient. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, très intéressant. Alors, un spécialiste de l'orthopédie, heureusement que Jacques est là. Chers collègues, merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison de dire que la planification 5D avec l'analyse de la marche est très importante. Je pense qu'il y a un élément que vous avez laissé de côté, peut-être faudrait-il le développer, et qui est donné par la radiographie face profil du genou, c'est la hauteur de rotule. Le genou est une articulation tricompartimentale, donc sur l'équilibre fémoro-tibial, vous avez tout à fait raison, mais vous savez très bien que si vous avez une rotule basse, il faut mesurer la hauteur de rotule avant une prothèse de genou. Si elle est basse avant l'opération, vous aurez des difficultés opératoires d'accès pour luxer la rotule, etc. Et d'autre part, il est important de savoir si vous avez modifié l'axe articulaire de votre genou avec ce qui a été décrit par Grésalmer, à savoir la pseudo-patella infera, c'est-à-dire que souvent, on proximalise l'axe fémorotibial, c'est-à-dire qu'on a une fausse rotule basse post-opératoire et on aura un résultat du genou qui ne sera pas satisfaisant. Donc, je pense qu'il faut intégrer dans votre démarche la hauteur de rotule qui me semble très importante parce qu'on peut la mesurer par des techniques conventionnelles en préopératoire et d'autre part, il a été décrit une façon de mesurer les rotules en pré- et post-opératoire de façon à avoir une analyse de la hauteur relative de la rotule et savoir si on a modifié la hauteur de la rotule après l'opération. Et je pense que c'est important aussi dans l'analyse du bon résultat. Une réponse synthétique, s'il vous plaît. Oui, ce que j'ai montré n'exclut pas du tout le compartiment fémoro-patellaire. Vous êtes bien connu pour l'index Caton-Deschamps.
je pense que l'analyse qu'on fait, comme on l'a fait en 3D, elle se fait au niveau des 3 compartiments. On fait aussi de l'analyse dynamique de la marche, aussi sur la montée et sur la descente. Donc, c'est aussi pour intégrer la partie rotulienne, qui est la plus symptomatique à ce niveau-là. Donc, je pense que ce point est tout à fait intéressant et puis on s'y intéressera très certainement. Merci. Et nous donnons la parole à Pierre Devalet, qui Oui. à distance, qui vient là devant. Pierre, tu nous entends? Pierre, il faut brancher ton micro. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Je suis donc chirurgien orthopédiste à la retraite et je ne suis pas suspect de ne pas aimer la navigation et la technique, puisque d'une part, j'ai employé cette technique sur les prothèses de genoux. Enfin, l'équipe avec laquelle je travaillais en libéral a commencé la navigation il y a 25 ans, dans les premières équipes. Et d'autre part, j'ai moi-même une prothèse de genou que je me suis fait poser suivant sa technique par mon associé et ami favori. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que on pourrait, je suis donc très favorable à tout ce qui est planification préopératoire, etc. À mon avis, il y a 2 éléments qu'il faut intégrer et qui doivent être intégrés dans la préparation. Et ce qui n'est pas fait, c'est d'abord, il y a le rôle de la personnalité du chirurgien et là, le rôle de la personnalité du patient. Tout le monde sait que certaines techniques marchent bien quand la confiance y est et que ça ne marche pas et qu'il y a beaucoup de douleurs qu'on n'explique pas par des problèmes mécaniques. Il y a beaucoup de prothèses de genoux qui sont douloureuses et on ne retrouve aucun défaut, ni d'axe, ni de préparation, ni de planification, rien qui tienne au matériel et à la mécanique. Très bien. Et je pense que ce sont, voilà, il manque, je pense, progressivement, et surtout parmi les jeunes générations, il manque cette dimension, j'allais dire, de psychologie et de relations qui fait, à mon avis, beaucoup de succès dans les interventions qui deviennent de plus en plus technodépendantes aux dépens de beaucoup d'autres choses. Très bien. La psychologie au secours de l'orthopédie, vous avez. Non, pas à secours, à l'aide, et comme un facteur décisif du résultat, et finalement, c'est ce qu'on veut. Voilà. Un commentaire, madame? Je dirais que l'indication opératoire est clairement à adapter en fonction de la psychologie du patient. Par contre, dans ce qu'on vise au niveau des analyses dynamiques, c'est qu'on vise à prendre aussi une autre composante qui est probablement peu appréciée sur les analyses statiques actuelles et qui pourrait expliquer une partie des 20% de gens qui ne sont pas satisfaits de leur prothèse. C'est ce que je pense. Alors, moi, je peux être orthopédiste, mais vous avez bien dit que bon, bah, finalement, on a tout bien fait, mais il y a 20% d'échecs, ou 20 ou 30%. Est-ce que... Non, je ne sais pas. Enfin, je reprends que votre question, c'est on fait tout bien et pourtant, il y a des gens, il y a des patients qui ne sont pas satisfaits de leur opération. Donc ça, c'est reçu. Alors, y a-t-il des séries sur les échecs, justement? Est-ce qu'il y a eu une succession de cas qui a été analysée en disant, mais ces gens-là, ils ne sont pas satisfaits, et pour rechercher des causes. Et je vous pose cette question parce que nous avons eu une communication du docteur Valenti sur la chirurgie de l'épaule, et qui expliquait qu'il y a un certain nombre d'échecs qui sont bien interprétés par les muscles, dont vous avez parlé d'ailleurs, pour le fonctionnement musculaire, les dysfonctions musculaires, et que est-ce que ça, par exemple, ça pourrait expliquer une partie des échecs? Est-ce que ça a été analysé? Les analyses qui ont été faites sur les échecs, il y a des échecs où on trouve des causes, ce n'est pas ceux-là dont on parle. Ceux où on ne trouve pas de cause et qui, sur les examens radiologiques standards, ne montrent pas de problème. Nous, on essaye de voir si on est dynamique. Avec les examens que j'ai montrés en dernier, on peut trouver la cause. C'est ça le but. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à connaître les pressions intra-articulaires et un moyen de le faire pour expliquer éventuellement? Alors ça, c'est un autre domaine auquel je m'intéresse puisque j'ai participé au développement d'une prothèse intelligente avec des capteurs de force intégrés à l'intérieur même de la prothèse. Et ça, c'est un autre domaine que je crois peut-être… C'est top secret, ça encore. Non, je ne crois pas. Mais qui pourrait donner encore d'autres pistes pour expliquer ces problèmes. C'est le sens de ma question. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. Eh bien, alors, vous aurez la réponse à toutes les questions. Je serais heureux de vous accueillir. Merci d'être venu de Lausanne.